podcast. Salut, c'est Clara Delina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Dominique Gauthier, libraire à Paris. Nous sommes en 1992. Les grands sites de vente en ligne n'existent pas encore. C'est donc lui qui constitue son propre catalogue de livres rares et le fait imprimer avant de l'envoyer à ses meilleurs clients partout en France. Un moment attendu pour sa communauté de bibliophiles. Je pourrais presque dire qu'il y a autant de bibliophiles que d'individus, parce que chaque amateur de livres a ses manies, a ses tics. Il y a l'amateur de livres qui veut trouver par lui-même. Donc celui-là, il ne faut jamais lui proposer le livre qu'il cherche, parce que ça serait pour lui une grande déception. Donc il faut plutôt lui tendre des pièges, c'est-à-dire mettre une pile de livres négligemment, afin qu'il ait le plaisir de trouver lui-même le livre. Parce que si on lui proposait, c'est une partie de son plaisir qui s'en irait. Ça, c'est le client qu'on aime. Effectivement, la personne qui rentre dans la librairie et qui nous demande tout de suite où sont les grands papiers de Céline, ça nous accable un peu, quoi. Moi, j'ai aussi souvenir d'avoir eu comme client un jeune punk qui avait les cheveux bleus, une cartouchière et qui cherchait des livres de poche. Et c'était amusant de le voir qu'il lisait Martin Dugard, Gide. Enfin, il y avait ce contraste assez étonnant entre ses lectures et sa tenue. Dans le Larousse du 19e siècle, il y a effectivement recensé tout un nombre de termes appliqués à la bibliophilie qu'on n'emploie plus du tout. Par exemple, le bibliotact, c'est la personne qui s'occupe spécialement de classer les livres. Et il y a des termes encore beaucoup plus amusants. Et le bibliomaniaque, par exemple, qui tient de la bibliomanie, du terme bibliomane, qui se dit d'une personne qui a passion des livres, mais pour les livres eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est l'objet qui importe, et on se demande même si ces livres sont lus, quoi. Il y a quand même comme ça là une perversion de la lecture qui pousse aussi effectivement quand on peut aimer un auteur pour un texte superbe qui fait découvrir l'auteur qu'on a lu, et ensuite on va chercher le moindre écrit de cet auteur, quoi. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est que n'importe comment, tous ces amoureux du livre sont des gens passionnants et relativement pacifiques s'ils n'ont pas vu avant un concurrent acheter devant leur nez le livre qu'ils cherchaient. Les incidents sont rares. Alors vous êtes également libraire par catalogue, c'est-à-dire que vous avez un fichier d'à peu près 1000 noms et vous adressez tous les 2 mois environ 1000 catalogues à 1000 individus en France. Alors comment se passe aussi la bibliophilie par téléphone ? Eh ben, ça doit être c'est un grand moment pour le bibliophile, le moment où il guette sûrement l'arrivée du catalogue. Donc, la pratique est de se jeter dessus, de le lire avidement, de chercher d'abord les auteurs qu'on recherche de préférence, et puis après de l'éplucher. Et bien entendu, la règle, c'est d'être le premier à téléphoner. Donc, les coups de fil commencent très tôt, même si la librairie ouvre officiellement à 10h30. Il n'est pas rare qu'à 9h, des gens déjà appellent et bloquent presque la ligne. Et après, continuent à lire le catalogue en devisant avec le libraire pour être sûr d'être... Il y a aussi la plainte, la récrimination des clients de province qui se sentent bien entendu lésés, persuadés qu'ils reçoivent le catalogue après les clients parisiens. Donc nous, on essaye toujours d'envoyer au moins avec 24 heures d'avance aux clients de province le catalogue pour qu'ils soient ensemble sur la ligne de départ. Mais c'est sûr que le catalogue fait à la fois, bien entendu, des heureux et des malheureux, quoi. Alors, la grande différence avec l'achat d'un livre en direct, c'est qu'on ne voit pas ce qu'on achète au départ. Alors je suppose qu'il y a des fois des désagréments, des gens qui vous disent « Ah, je l'imaginais pas comme ça, il est plus abîmé que je ne pensais, c'est pas celui-là, je me suis trompé ».
Non, en général, ce qu'il faut effectivement, il faut faire des descriptions absolument, puisque ce sont des livres anciens, donc qui ont subi le poids des ans, ils sont rarement à l'état de neuf. Ça arrive, mais c'est quand même très rare. Donc, tout le jeu est de faire une description très précise. C'est quelque chose qui m'accompagne complètement dans ma vie depuis toujours. La seule chose à laquelle je m'intéresse vraiment, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'ait aucune autre activité de loisir pratiquement à part le livre, peu de théâtre et de cinéma, mais le livre c'est vraiment l'objet qui m'a toujours accompagné et il n'y en a aucun autre qui m'intéresse. Alors toujours accompagné, donc quels ont été les premiers livres? Est-ce que vous êtes un héritier? Est-ce qu'on lisait chez vous? Et quels ont été vos premiers livres et comment les choses se sont-elles amorcées? Non, alors chez moi on lisait pas. D'origine modeste comme on dit, mais je ne veux pas faire pleurer. Et chez moi, je crois qu'il y avait 2 livres, 2 ou 3. Il y avait Clochemerle, un Clément Vautel, Mon curé chez Bouif, et puis Dorgelès, le cabaret de la vieille femme. C'est 3 livres que j'ai bien dans l'œil comme ça, parce que c'est les 3 livres qu'il y avait sur la table de chevet, mais immuables quoi. Et si ce n'est qu'après, quand mes parents ont peut-être été un peu plus d'aisance, ils ont acheté des livres dans les clubs par correspondance. Donc il s'est trouvé après avoir comme ça tout Zola ou tout Balzac avec un taux de lecture là, je n'en suis pas sûr, mais bon, c'était avec l'accroissement du niveau de vie, il fallait ça. Donc j'étais pas vraiment entouré de livres. Pour moi, je crois que c'est une de mes maîtresses d'école, s'entend, qui a joué un rôle important. Parce qu'elle avait une armoire, c'était la bibliothèque de classe, et il y avait des livres qu'on avait le droit de prendre pour lire chez soi. Et ça, c'était merveilleux, une fois par semaine, quand elle ouvrait l'armoire et qu'on avait le droit de choisir. Et je me souviens qu'elle voulait pas me donner Oliver Twist dans la version intégrale en me disant que ça allait être un peu trop dur pour moi. C'était très long et bien entendu, je m'étais fait fort de dévorer ça. Donc cette bibliothèque de classe, ça a énormément compté. Ça a été vraiment... Et si ce n'est en plus mon peu de goût et pour les activités physiques où j'étais toujours dernier à l'école, tout ça. Donc après, j'allais pas jouer au foot avec les copains parce que personne voulait de moi dans l'équipe. Donc qu'est-ce qui me restait? La lecture. Donc une boulimie de lecture et qui allait du plus mauvais au meilleur, quoi. Je suis tellement content de vivre de ce qui était avant mon loisir, quoi, qui était la lecture et d'être entouré de livres. Je trouve ça tellement merveilleux qu'il n'y a pas le ras-le-bol. Et d'ailleurs, je me suis toujours dit que le jour où je traînerai la patte pour venir ouvrir la librairie, sortir les caisses sur le trottoir, et ce qui peut paraître à plein de gens, je suppose... quelque chose de pas folichon. Je me suis toujours dit que j'arrêterais. Mais il y a toujours... quand je vais le samedi matin au marché Brancion, il faut se lever très tôt. Et ben je me lève sans aucune difficulté, quoi. Il y a ce côté chasseur. Donc, non, il y a toujours cet amour des livres, c'est évident. Et toujours la même passion. Ça va faire presque 20 ans. Donc, je suis mal barré. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.